Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Aux êtres chers qui nous ont quittés en cette terrible année 2013. À mon père qui m'aurait certainement traité de gauchiste candide, mais qui aurait été tellement fier de moi. À Chokri Belaïd, Mohamed Brahmi et Mohamed Belmufti. Aux soldats et membres des forces de l'ordre tombés en martyrs pour défendre la belle Tunisie. Remerciements. Mes remerciements vont d'abord à ma mère qui, au-delà d'un travail minutieux de relecture et de correction, a toujours trouvé les mots qu'il fallait pour m'encourager. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Pierre Puchot, qui a accepté de préfacer cet ouvrage. Je remercie toutes les personnes qui ont accepté de fournir leur témoignage sur cette période si cruciale de l'histoire de ce beau pays qu'est la Tunisie. La liste n'aurait jamais été aussi étoffée sans le concours de Sahar Bellaj, Selim Ben Abdesselem, Monji Raoui, Shiran Ben Abderrazak, Aitem El-Meki, Nawel Bizid, Sami Aloulou, Amal Aoué, Leila Touy, Leila Riahi, Gassen Mzougui et Faye Fakfar. Ma reconnaissance va également à Eliès Guérib, Anen Bouguera, Ousma Bouguera et Dalila Chtourou qui ont accepté de faire de leur domicile des ateliers d'écriture. Enfin, qu'il me soit permis de témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont moralement soutenu lors de ce véritable chemin de croix que constitue l'écriture d'un premier livre, en particulier Eya Bessa, Sabrasta Ali, Lobna Gayeb, Hamza Zarouk, Khaldoun Aïssaoui, Omzali, Selim Bouraoui et Quentin Duteil. Préface de Pierre Puchot. Grand reporté à Mediapart, Pierre Puchot a consacré 4 ouvrages à la Tunisie. 2 essais, Tunisie une révolution arabe Galahad, 2011, La révolution confisquée Actes Sud, 2012, un roman, La traversée du chien Galahad, 2014, et Les frères musulmans et le pouvoir Galahad, 2015, ouvrage qui réunit les travaux de 13 chercheurs sous sa direction. En mars 2015, il publie La paix n'aura pas lieu, disent-ils, récit de la faillite du processus d'Oslo au Proche-Orient Don Quichotte. Que fait-on de la mémoire d'une révolution ? En ce début d'année 2015, la Tunisie disparaît peu à peu des radars de l'actualité, alors que s'achève avec l'élection à la présidence de Béji Caïd Essebsi un premier cycle ouvert par les manifestations de décembre 2010. Début 2015, que reste-t-il de la révolution tunisienne ? Derrière l'apparente sérénité donnée par un processus électoral sans fraude massive, du moins au profit d'un camp unique, les acquis sont minces. La condamnation parmi d'autres du journaliste Yassine Ayari à une année de prison ferme pour outrage à l'armée démontre que la liberté d'expression demeure elle-même restreinte, encadrée par des corps constitués, ministère de l'Intérieur, justice, armée, que les précédents gouvernements n'ont réformé qu'à la marge et dont les pratiques demeurent inspirées de l'ancienne dictature de Ben Ali. Sur ce thème, le rapport de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT et de l'ONG tunisienne Freedom Without Borders, FWB, est accablant. Rendu public début janvier 2015 et intitulé Torture en Tunisie, Justice, année 0, le texte souligne que depuis la Révolution, des centaines de Tunisiens ont été torturés par les forces de police. La justice tunisienne participe elle aussi à l'impunité dont jouissent les tortionnaires. Aucun juge ni médecin n'a, à ce jour, été poursuivi, alors qu'ils ont été nombreux à aider les tortionnaires à camoufler leurs crimes. Sur le plan politique, le bilan est moins sombre, mais il comporte aussi ses zones d'ombre. Amorcé à partir de 2013 pour sortir de la crise exacerbée par l'assassinat des opposants politiques Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, le processus de dialogue national a permis de réunir l'ensemble des partis impliqués dans la transition politique, y compris le syndicat UGTT, tout en s'organisant à l'extérieur des institutions représentatives légales. Ce fut une réussite, de même que l'adoption d'une nouvelle constitution tunisienne instituant un régime parlementaire mixte. Néanmoins, 4 ans après le début de la révolution, l'échec patent des forces démocratiques de gauche pèse sur le bilan global de la transition. Ces forces auraient dû accompagner les lendemains révolutionnaires. Elles n'ont cependant pas réussi à percer sur le plan électoral, ni à peser sur les débats. La troisième force, tant attendue pour briser le tête-à-tête entre le parti musulman conservateur Ennahda et les forces de l'ancien régime, composante majeure du parti Nida Tounes du nouveau président Béji Caïd Essebsi, est encore un mirage.
En l'absence d'un véritable pluralisme, le système politique tunisien est aujourd'hui prisonnier d'une bipolarisation qui à terme menace de l'étouffer. À côté du parti Ennahda, qui est parvenu à construire une organisation hiérarchisée et pour l'heure unifiée, les partis tunisiens demeurent avant tout des clubs, pour reprendre l'expression du chercheur Chokri Remède, de réflexion et de notabilité. Des clubs qui fonctionnent par cooptation, et demeurent dépourvus de bases militantes solides et de programmes cohérents. Ces clubs ont pour l'heure échoué à animer le débat public, et réduit par là même les ambitions du projet post-révolutionnaire. Les derniers résultats électoraux, quand aucun d'eux n'a passé la barre des 20 sièges, sur 217 que compte l'Assemblée, démontrent leur extrême faiblesse, à laquelle fait écho la relative désaffection des Tunisiens pour le processus électoral. Environ 3,2 millions d'entre eux ont voté au scrutin de la fin de l'année 2014, soit la moitié des électeurs inscrits pour un pays de 11 millions d'habitants. Or, la démocratie ne repose pas seulement sur des élections libres et l'écriture d'une constitution. Elle suppose une pratique des institutions, une culture de débat, de respect de l'altérité et aussi la régulation pacifique du conflit. Autant de critères qui font aujourd'hui défaut. Confrontée à toutes ces insuffisances, la Tunisie expérimente aujourd'hui un processus de construction démocratique de basse intensité, au sein duquel la transition politique n'a rien d'irréversible. Face à ce paysage contrasté et des forces de l'ancien régime qui n'attendent que de tourner la page révolutionnaire, la responsabilité des gouvernements et présidents de la transition est engagée. Très symboliquement, l'exécutif s'est montré incapable de clarifier les événements d'une révolution dont il a pourtant tiré sa légitimité. Malgré toutes les informations à leur disposition, les précédents exécutifs n'ont rien fait pour reconnaître officiellement ce qui s'est passé à Tunis le 14 janvier 2011, jour du départ de l'ancien président Ben Ali, dont le déroulement est pourtant largement connu depuis 3 années maintenant. En entretenant la suspicion autour des épisodes clés du soulèvement populaire, les autorités ont ouvert la porte à toutes les calomnies, imprécisions et mensonges qui font le jeu des adversaires du projet démocratique. 4 ans après la chute de la dictature, les petits Tunisiens n'apprennent toujours pas l'histoire de leur révolution à l'école. Dans ce contexte, toute initiative qui vise valoriser la mémoire de la Révolution, tels les parcours des Tunisiens qui nous sont donnés à lire dans le présent ouvrage, ne peut qu'aider à maintenir le cap sur les ambitions de dignité et de justice sociale qui étaient celles de la Révolution. Pour ne pas oublier le prix qu'ont payé tant de Tunisiens dans l'espoir de se construire un horizon démocratique. Pour inventer l'avenir, en se souvenant de sa Révolution. Pierre Puchot. Introduction. Fontaine des Innocents, dans le quartier des Halles au cœur de Paris. C'est ici que l'aventure avait commencé pour moi, un soir de grand froid de cette fin décembre 2010. En assistant à un sit-in organisé par des formations de la gauche tunisienne et française pour dénoncer la répression féroce des manifestations en Tunisie, je ne pensais pas un instant que l'histoire allait s'emballer. Et pourtant, au 4e trimestre de 2014, les Tunisiens sont appelés aux urnes. Avec les législatives du 26 octobre et la présidentielle de novembre-décembre 2014, le pays met fin à une période transitoire qui a commencé avec la fuite de Ben Ali, un certain 14 janvier 2011. Dessine-moi une révolution est un livre d'entretien réalisé auprès de citoyens tunisiens issus d'univers différents, dans lequel chacun raconte comment il a vécu la transition démocratique. Cet ouvrage s'adresse bien évidemment aux Tunisiens, mais vise également un lectorat français s'intéressant à la situation en Tunisie et voulant aller au-delà des grilles de lecture simplistes des éditocrates parisiens. Malheureusement, depuis l'avènement de la révolution tunisienne, le 14 janvier 2011, la plupart des médias français ont traité les événements outre-Méditerranée à travers le prisme de la dualité islamiste laïque. Ce traitement utilise des schémas simplificateurs qui masquent la complexité des événements dans l'ancienne colonie. Cette attitude s'explique avant tout par une question de timing. Depuis la présidence de Nicolas Sarkozy en 2007 et surtout depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, un jour après la fuite de Ben Ali, la société française a été sommée, à tort ou à raison, de s'interroger sur la place de l'islam et des musulmans en France. Loin d'être serein,
Le débat a été hystérisé notamment par des acteurs médiatiques privilégiant le buzz à l'information. C'est dans ce contexte que dans un ancien protectorat français, un régime dictatorial sécularisé, fortement soutenu par le pouvoir sarkozyste, s'est effondré et des élections ont porté au pouvoir des islamistes. Dès lors, tous les fantasmes et les peurs de la société française prenaient corps à 2 heures d'avion de Paris. L'objet de ce livre n'est pas de réfuter des faits tangibles mais d'aller au-delà, de préciser les choses, de les nuancer. Oui, des islamistes sont arrivés au pouvoir, mais ils ne disposaient que d'une majorité relative à l'Assemblée constituante qui faisait aussi office de Parlement. Oui, il y a bien eu des tentatives d'islamisation de la société mais l'opposition laïque et la société civile ont à chaque fois brisé cette entreprise. Oui, le terrorisme est une réalité quotidienne, mais s'arrêter à ce constat revient à dénigrer les efforts permanents de nos forces armées et de tous les citoyens qui se battent pour endiguer ce fléau. Oui, l'islamisme radical est une menace pour la pérennité de la Tunisie, mais le retour de l'ancien régime n'est pas la solution. Dans cet ouvrage, je me donne pour objectif de rendre compte d'une période qui a sans doute été la plus intense en événements dans l'histoire d'un pays 3 fois millénaire. Les personnes à qui je donne la parole nous diront comment ces 4 années, de fin 2010 à fin 2014, ont influencé leur vie. Ces Tunisiens sont issus d'univers très différents, activistes, députés, militants historiques, familles de martyrs, acteurs médiatiques, jeunes chômeurs. Tous ont un point commun. Ils ont essayé d'apporter leur pierre à la construction d'une Tunisie en résistant tant bien que mal à la tentation du retour en arrière, ni islamisme, ni ancien régime. Le choix est éminemment subjectif. Je ne peux, par définition, être d'accord avec tous leurs actes, je peux même être déçu par certains comportements, mais je voue un respect particulier à chacune des personnes rencontrées. Je présenterai brièvement l'auteur du témoignage, puis lui céderai la parole. Le dernier portrait est une biographie fictionnelle de celui dont l'affreux meurtre, un certain 6 février 2013 a constitué un choc pour une majorité de Tunisiens, Chokri Belaïd. Ce trublion de la gauche radicale, qui a combattu l'ancien régime et les islamistes, qui a œuvré à l'unification de sa famille politique minée par les batailles d'Égos, a payé de sa vie cet engagement. Son martyre a éveillé les consciences, et a sonné le glas du pouvoir d'Ennahda. L'assassinat, le 25 juillet 2013 de son camarade Mohamed Brahmi et l'égorgement, 4 jours plus tard de 9 soldats, ont poussé les islamistes vers la sortie et ont contribué à l'élaboration d'une constitution consensuelle. Le portrait de Belaïd a été principalement réalisé à partir d'un entretien avec son frère et compagnon de route, Abdelmajid. Enfin, en annexe, le lecteur trouvera une chronologie que j'ai voulu détailler, des principaux événements qui ont jalonné cette période transitoire. Première partie, les militants historiques. Dans cette partie, nous nous intéressons au parcours avant et après la Révolution de 3 figures de la lutte contre l'ancien régime. Gilbert Nakache pour la gauche, Nazia Erejiba, dit Tom Zied pour le centre-gauche et Abdelwahab Bani pour la droite. Le parcours PRE accent aigu révolutionnaire de ces figures est abordé de manière assez détaillée, car il permet d'expliquer les rapports entre les forces politiques post-14 janvier. Gilbert Nakache. Le 20 janvier 2014 au Bardo, les Tunisiens ont assisté à une énième scène d'hystérie dans l'hémicycle. L'article 73 de la future Constitution venait d'être adopté. La version finale supprimait la limite d'âge des candidats à la magistrature suprême et permettait aux binationaux de concourir à la présidence de la République. L'annonce du résultat du vote a déchaîné les passions. Entre la manifestation ostensible de joie de la députée franco-tunisienne Karima Souid, habituée au coup d'éclat, et la colère des députés nationalistes, le spectacle était désolant. Cette disposition venait conclure un marché passé avec le populiste tuniso-britannique Hashmi Hamdi et l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi qui, malgré ses 87 ans, faisait figure de favori des sondages. Outre l'amertume que j'ai ressentie devant cette constitution à la carte, j'ai été choqué qu'une autre condition fasse l'unanimité. Le président de la République tunisienne doit être musulman. La même constitution assure pourtant l'égalité de tous les citoyens. Je n'ai pu m'empêcher de penser à Georges Hada,
Simone Lelouch-Othmani et tant d'autres militants qui se sont battus pour la liberté et la démocratie sans faire état de leur judéité, car ils pensaient être des Tunisiens comme les autres. Les voilà encore une fois ramenés à la condition de citoyens de seconde zone, et ce dans l'indifférence la plus totale. Papy, comme on l'appelle dans les milieux de la gauche radicale tunisienne, fait partie de ces militants qui ont payé cher leur engagement et contrairement à d'autres, il n'en a jamais fait un argument pour prétendre à un quelconque pouvoir. Il nous raconte son parcours militant et présente sa vision d'une société révolutionnaire, où l'aspiration populaire triomphe des intérêts sectaires et claniques. Son récit iconoclaste vient rappeler les facettes sombres du règne de Bourguiba, grand homme d'État à qui la Tunisie doit beaucoup mais dont l'autoritarisme n'est plus à démontrer. L'attaque antisémite dont a été victime M. Nakache en 2000 dans l'indifférence générale, brise le mythe d'un Ben Ali protecteur des minorités. Jeunesse militante. J'avais commencé à militer en 1954, alors que la Tunisie était encore sous protectorat français. Très rapidement, en février 1954, je fus arrêté pour la première fois. 3 étudiants de la Zitouna venaient d'être assassinés lors d'une manifestation. Avec 2 camarades juifs du Parti communiste tunisien, nous avions imprimé des tracts pour dénoncer ce crime odieux. Ne connaissant pas les traditions musulmanes, nous étions allés devant la mosquée alors que le cortège funèbre était au cimetière El Jalez. Des policiers nous y attendaient et nous cueillirent. J'avais passé moins d'1 jour en détention. En 1968, lorsque je fus interpellé pour mon appartenance à Perspective, un commissaire tunisien me dit « Tiens, je vois que vous avez déjà été arrêté. » Ce à quoi je répondis « Dois-je en déduire que vous travailliez à l'époque pour la police française ?» Cette réplique lapidaire me coûta quelques coups de cravache en plus, mais me procura toutefois une satisfaction que l'on a rarement dans la vie. Au Parti communiste tunisien, nous avions dénoncé la fraude généralisée qui fut opérée lors des élections de la première constituante en 1956, juste après l'indépendance. Cette falsification n'était pas nécessaire tant les chances des communistes étaient minimes. Mais Bourguiba avait eu peur que des youssefistes ne se cachent derrière notre parti pour se faire élire. Pendant mes études à Paris, je commençais à prendre mes distances avec le Parti communiste pour plusieurs raisons. Il y eut d'abord le rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline et les répressions qui eurent lieu dans les pays satellites de l'URSS. Ensuite, je reprochais à la direction du PCT, très liée au Parti communiste français, de n'avoir pas vigoureusement appuyé l'indépendance. Enfin, mon intérêt croissant pour Trotsky me valut d'être exclu d'un parti que je m'apprêtais de toute façon à quitter. J'étais rentré en Tunisie en 1962. J'intégrai le ministère de l'Agriculture en tant qu'ingénieur agronome. Ce poste me permit de connaître la réalité des campagnes tunisiennes et d'avoir un regard critique sur la politique des coopératives. J'avais participé à la fondation d'un syndicat indépendant de l'UGTT et du parti au pouvoir au sein du ministère. Nous étions en pleine discussion avec la centrale syndicale quand son secrétaire général, Habib Achour, fut arrêté. Sa critique du régime lui valut un passage par la case prison. Les années perspectives. En 1963, Bourguiba, prétextant la tentative d'assassinat dont il fut victime, décida d'interdire tous les partis et associations non inféodés au pouvoir. Commença alors la période de parti unique. Le syndicat étudiant UGET n'échappa pas à la règle. Lors de son congrès, les élections de sa section parisienne, où se trouvait la majeure partie des étudiants tunisiens, furent truquées en faveur des étudiants proches du régime. Les mécontents constituèrent un groupe pour faire du lobbying auprès des organisations politiques présentes à Paris, en faveur de la démocratie et du respect des libertés en Tunisie. Là, ce projet n'aboutit pas. Ils décidèrent alors de lancer une revue qui traitait de sujets économiques, sociaux et politiques. Intitulée Perspectives pour une Tunisie meilleure, la revue finit par donner son nom au groupe appelé initialement Groupe d'études et d'action socialiste en Tunisie, GEAST dit Perspectives. En 1964, les dirigeants du mouvement Noureddine Ben Kheder, sa future épouse Leila Ben Othman, Mohamed et Faouzia Charfi, rentrèrent en Tunisie et regroupèrent les mouvements contestataires au sein de l'université tunisienne. À ce moment-là,
Je venais de quitter le mouvement trotskiste. Malgré certaines réserves que j'avais par rapport à Perspective, notamment la composition idéologiquement hétéroclite de ses membres, je rejoignis le groupe. À partir de 1966, Perspective commença à prendre son virage maoïste. Alors que je défendais une politique d'entrisme pour pousser nos idées au sein du Parti des Touriens, la doctrine du leader chinois avait séduit les membres du groupe par son radicalisme. Parallèlement à cette évolution doctrinale, un événement allait toucher la cohésion du groupe et ses orientations. La création en 1964 de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, allait sortir cette cause du giron de la Ligue des États arabes et bouleverser le nationalisme arabe, courant adopté par certains perspectivistes. Nous avions salué cette démarche. Notre position était de soutenir l'émancipation du peuple palestinien. Le meilleur soutien était de combattre les dirigeants arabes qui avaient fait de cette cause le cache-sexe de leur autoritarisme. Nous avions refusé de nous prononcer quant à la solution d'un ou de deux États, laissant ce choix aux Palestiniens. Nous avions sorti ces conclusions dans un fascicule, la fameuse brochure jaune. Cette prise de position m'a valu d'être accusé de sionisme, et la couleur jaune de la brochure fera plus tard l'objet d'insinuations au relent antisémite. Les années prison. Alors que deux tendances commençaient à s'affronter dans le groupe, le maoïsme et le nationalisme arabe, la répression du régime s'abattit sur nous. Dans un contexte international très tendu, guerre des 6 jours et guerre du Vietnam, et pensant le pouvoir bourguibien chancelant, nous avions multiplié les actions. En juin 1967, lors d'une manifestation de soutien au peuple palestinien, Noureddin Ben Kheder, l'un des fondateurs de Perspective, fut arrêté et condamné à 20 ans de travaux forcés. Nous avions alors intensifié les actions pour protester contre ce verdict et pour dénoncer la politique étrangère tunisienne jugée trop pro-occidentale. Le mouvement avait atteint son paroxysme en mars 1968, et le pouvoir procéda à des centaines d'arrestations dans les milieux perspectivistes, communistes et bassistes. Durant les interrogatoires, la torture était légion. Aucun mauvais traitement ne nous fut épargné. Nous étions enfermés comme des animaux dans l'indifférence la plus totale. Je fus condamné à 16 ans de réclusion. La plupart de mes camarades eurent droit à des peines plus clémentes. Les conditions de détention étaient affreuses. Au traitement dégradant venait s'ajouter un centre pénitentiaire délabré, Borgeroumi d'Inadour. Entre 1968 et 1969, nous étions privés de cigarettes, de communication avec l'extérieur, de visites, de colis, de lettres, avec des pressions pour nous faire signer des demandes de grâce au président de la République. Au bout de 2 années d'incarcération, nous avions bénéficié d'une grâce conditionnelle de Bourguiba en mars 1970. Le contexte avait changé, et l'abandon du collectivisme en 1969 rendait cette décision logique. Nous avions quitté la prison, mais restions assignés à résidence aux 4 coins du pays. En 1974, suite à une grande manifestation estudiantine à Tunis, Bourguiba changea d'avis et décida de nous remettre en prison. Tout dictatorial qu'il était, le régime avait toujours été pointilleux quant à l'application de la loi. Pour justifier une nouvelle incarcération, il fallut abroger le décret de libération conditionnelle censé avoir été signé par Bourguiba le 20 mars 1970. Or, dans la précipitation, les responsables judiciaires avaient oublié de faire signer ce document par le président de la République. Qu'à cela ne tienne, ils abrogèrent le seul décret signé ce jour-là, la nomination d'un juge au tribunal du Kef. Nous retournâmes en prison. Nous avions été poursuivis pour trouble à l'ordre public. Le juge d'instruction finit par abandonner les charges, mais nous restâmes en prison. Nous portâmes plainte contre les responsables judiciaires et contre le président pour détention illégale. En vain. En 1978, la crise entre le gouvernement et l'UGTT, dirigée par Habib Achour, dégénéra. Les cadres de la centrale syndicale furent arrêtés après les affrontements qui s'étaient produits lors de la grève générale du 26 janvier. Le secrétaire général de l'organisation fut incarcéré avec nous à la prison de Borgeroumi. L'administration pénitentiaire avait tellement peur d'une éventuelle évasion du leader syndical qu'elle installa des grillages au-dessus de la cour. Le 3 août 1979,
Bourguiba décida de relâcher les prisonniers syndicalistes et ordonna notre libération dans la foulée. Liberté et chute de Bourguiba. À ma sortie de prison, la situation internationale avait beaucoup changé. Le Shah d'Iran avait été renversé par la révolution islamique. Le régime de Bourguiba était très affaibli. Les islamistes commençaient à avoir de plus en plus d'influence. Un vent de liberté avait soufflé sur la presse tunisienne, avec la création des journaux Le Phare de Feu Abdeljelil Hachi et Araï de Hassib Ben Ammar. Malgré les procès et les condamnations infligées à ces revues, les opposants purent y publier leurs critiques du régime. Dans la même dynamique, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, LTDH, fut créée. Toutes ces institutions contribuèrent à pousser Bourguiba à autoriser le multipartisme et à légaliser le mouvement des démocrates socialistes, MDS, en 1981. La même année, des élections législatives étaient organisées et truquées. Le groupe Perspective avait connu beaucoup de défections et s'était transformé en Amal Tounsi, l'ouvrier tunisien, en adoptant une ligne à la fois maoïste et nationaliste arabe. Amal Tounsi finit à son tour par éclater en plusieurs groupuscules. Certains militants se rapprochèrent du régime. D'autres intégrèrent des ONG comme Amnesty International. Pour ma part, avant même ma libération, j'avais refusé la mue du groupe d'origine et décidé de claquer la porte. À partir de 1981, je cessai d'avoir des activités militantes organisées. Je m'impliquais dans la vie associative en participant à des actions menées par la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Association tunisienne des femmes démocrates, ATFD. Sur un plan professionnel, je me lançais dans l'édition. Après la chute de Bourguiba, j'avais bénéficié d'une amnistie en 1988. Malgré cela, le régime chercha à m'étouffer. L'État soutenait généralement les éditeurs en achetant une partie de leur stock. Tous mes concurrents eurent droit à cela sauf moi. Le directeur du livre au ministère de la Culture refusa même de me recevoir. Cette situation me causa des ennuis financiers, et la banque allait saisir la maison de mon associé. C'est alors qu'on me présenta un responsable du nouveau régime. Je partis le voir pour lui demander que l'on me dédommageât pour les années de prison que j'ai subies, qui étaient couvertes par une amnistie, que le ministère de la Culture achetât mes livres et que l'on sursit à la décision de la banque de saisir la maison de mon associé. Ben Ali paya la banque, et le responsable bénaliste vint me l'annoncer fièrement. Il fut surpris par ma réaction. Je ne demandais pas la charité, je voulais que l'on me rende mes droits. J'étais fonctionnaire au ministère de l'Agriculture au moment de mon arrestation. Le dédommagement que j'étais en droit de demander couvrait largement mes dettes. Dois-je vous remercier d'appliquer la loi ? Quelque temps après, j'avais signé une pétition en faveur de la liberté de la presse destinée à Ben Ali. Mon bienfaiteur, irrité de mon geste, me convoqua. Il me rappela la faveur de Ben Ali à mon égard. Je rectifiai en rappelant que ce n'était pas ce que j'avais demandé. Il en profita pour me faire part de sa déception quant à ma participation à cette pétition. Je lui répondis que je n'étais pas quelqu'un que l'on achète, et qu'il devait le savoir. Je lui rappelai qu'il disait beaucoup de bien, il n'y avait pas si longtemps de Bourguiba, et que ce dernier avait essayé de me faire taire sans jamais y parvenir. Gêné, il se confondit en excuses. Le système m'avait beaucoup embêté, et avait refusé de me rendre justice, mais je garde la satisfaction d'avoir traité tous les gens de son entourage avec la morgue qui leur était due. Antisémitisme et départ pour la France. En octobre 2000, en pleine seconde intifada, je fus victime d'une agression antisémite. Mais le plus grave dans l'affaire était que la veille, ce fut mon fils de 4 ans qui était agressé. Des enfants de son âge, manipulés par des gamins plus vieux qu'eux qui fréquentaient la mosquée du coin à leurs heures perdues, l'attaquèrent en le traitant de charonne. Nous n'étions pas à la maison. La nourrice pensait qu'il s'agissait d'une simple bagarre entre jeunes garçons. Le lendemain, ce fut mon tour. En rentrant du travail, quelques jeunes enfants désœuvrés ont commencé à me chahuter. Je décidai de ne pas faire attention. En repassant plus tard, la foule était plus importante et les attaques plus violentes et insistantes. Je réussis à m'en extirper. Je me retrouvais devant une situation complexe. Si je décidais de porter plainte,
il serait arrêté et tabassé par des policiers qui devaient avoir à mon égard des pensées plus nauséabondes. Cette plainte aurait pu avoir de lourdes conséquences pour des jeunes pas encore mûrs et qui, dans un contexte géopolitique tendu, ne faisaient que mimer les pensées de leurs aînés. Je décidai finalement de laisser passer. Nous dûmes déménager, mais mon fils demeura traumatisé par l'événement. Nous étions allés voir une pédopsychiatre qui diagnostiqua une dépression profonde. Nous avions changé de domicile à 2 reprises, changé l'école de notre enfant, en vain, sa situation ne s'améliorait pas. Nous décidâmes de quitter le pays. Au moment où nous entreprenions les démarches pour émigrer, j'eus un accident vasculaire cérébral. C'était le 11 avril 2002, le jour de l'attentat contre la synagogue d'El Griba à Djerba. Après une période de convalescence, nous partîmes en France. Exil et révolution. Je suivais de mon exil la situation dans le pays. Le constat était peu enthousiasmant, un Ben Ali de plus en plus mafieux et une opposition de plus en plus insignifiante. Les opposants continuaient certes leur farouche dissidence au dictateur, mais ne proposaient aucun projet politique, aucune alternative. Et puis, il y eut Redeyev. Contrairement à plusieurs anciens opposants, je n'avais pas considéré cet événement comme un début de révolution. J'y avais plutôt vu un épisode très important de la lutte des classes en Tunisie. Tout le monde était surpris par la résistance féroce des mineurs. D'aucuns y virent une mise en cause totale du système, et des partis politiques de diverses tendances cherchèrent à le diriger. En vain. Malgré cela, ces événements avaient fait trembler le régime de Ben Ali. Une brèche était ouverte dans le système, et comme à chaque fois depuis l'indépendance, on devait cela à des travailleurs. Ces événements ont constitué la dernière manifestation de la lutte des classes en tant que telle. Après Redeyev, il n'y eut plus d'action spécifique aux seuls prolétaires. Le dernier mouvement important avant la chute de Ben Ali fut celui des internautes. Ces jeunes qui se battaient pour la liberté sur Internet avaient œuvré à la propagation des informations. Ils firent en sorte que l'isolation médiatique qu'ont subie les mineurs du bassin minier ne se reproduise plus jamais. Je vois une continuité entre les 2 mouvements. La lutte pour la libre circulation de l'information fut un élément fondamental dans l'unification des forces démocratiques. Et puis, il y eut Bouazizi et cette allumette qui enflamma tout. Certaines personnes affirment que cet événement était une insurrection, et non une révolution car il n'avait ni direction ni programme politique. Il est vrai qu'en théorie, ces 2 éléments sont nécessaires à une révolution. Mais si l'on suit cette même théorie, le départ de Ben Ali n'aurait rien changé vu qu'il n'était qu'une partie certes essentielle du système. En réalité, à la veille de la révolution, la Tunisie était dans une situation exceptionnelle. Nous avions un parti-État, le PSD puis RCD, qui en 1987 avait déjà épuisé toutes les possibilités pour faire progresser les forces productives. C'est là que Ben Ali avait renversé Bourguiba. Cette année-là, les conditions objectives d'une révolution étaient réunies mais en l'absence de direction politique, le système se régénéra de lui-même. Il calma le jeu dans un premier temps pour mieux se transformer en une mafia cupide. Sous Bourguiba, le développement du pays était suffisant pour maintenir une paix sociale tout en donnant aux dignitaires du parti leur dû. Les petits cadres du parti étant bénévoles, ils se payaient eux-mêmes en taxant la population. Tant que les gens avaient suffisamment de ressources pour vivre et payer pour d'éventuels services, avoir un travail, un permis de construire, etc., la situation était tenable. Mais à partir du moment où la production avait baissé, que les gens s'appauvissaient et voyaient paradoxalement l'enrichissement insupportable des clans autour de Ben Ali qui à leur tour faisaient des émules dans les cadres du parti, le racket de la population n'était plus possible. Il fallait arrêter ce système. Il fallait une étincelle pour tout faire sauter, ce fut Bouazizi. Une explosion populaire qui casse le système politico-économique, cela s'appelle une révolution. Comme à Redeyev en 2008, et à Kasserine en 1864, l'explosion s'est produite dans une région défavorisée, discriminée. Des régions qui souffraient non seulement d'un point de vue matériel, mais surtout dans leur dignité. Ce sont des populations qui demeurent très liées au tribalisme nomade, et qui gardent un sens de l'honneur très important. C'est pour cela que le mot dignité
a été le principal mot d'ordre de la contestation. Le fait que des petits bourgeois des côtes minimisent cette révolution s'explique par le fait qu'ils n'aient pas connu la discrimination des gens des régions intérieures. Pour la première fois, une révolution n'est pas mue uniquement par des raisons matérielles ou politiques, mais avant tout par la dignité. La dignité est le début de l'individu. En disant « dégage » à ses dirigeants, le peuple tunisien a brisé ses chaînes et a rejeté la tutelle qui lui était imposée par un système mafieux. En détruisant, ou plutôt en atteignant très gravement, l'État de Ben Ali, la révolution a posé les jalons du pouvoir du peuple. D'ailleurs, la Constitution, qui a été écrite péniblement, avec des contradictions, des pressions et même des assassinats politiques, a établi sans grande difficulté des notions de la décentralisation, du pouvoir local et régional, rapprochant ainsi le citoyen des centres de décision. Retour en Tunisie et engagement militant. Je suis rentré à Tunis le 20 janvier 2011. Avant mon retour, j'avais prévenu mon ami Ezzedine Azghi. Il proposa de prévenir des journalistes, afin qu'ils couvrent mon arrivée à l'aéroport. J'ai refusé. Je n'ai pas été exilé pour fuir Ben Ali, et ne comptais pas diriger cette révolution ni prétendre à un quelconque poste. Je n'étais qu'un simple citoyen qui rentre dans son pays pour assister aux événements. Azghi avait proposé mon nom pour faire partie d'une sorte de conseil des sages formé entre autres par Ahmed Mestiri, Ahmed Ben Salah, Mustapha Filali et de Mansour Chefi. J'ai refusé de rejoindre cette alliance contre nature alliant le libéral Mestiri au dictateur collectiviste Ben Salah. Autant je pouvais discuter avec le premier, autant je refusais d'adresser la parole au second qui était aux manettes quand je me faisais torturer. Dans le chaos qui avait suivi le départ de Ben Ali, des comités de vigilance s'étaient constitués dans les quartiers pour pallier à l'absence de policiers. Ces structures ont évolué en comités de protection de la révolution, incluant des acteurs de la société civile et des partis, des embryons de pouvoir local. J'avais été invité par la chaîne Nesma TV pour commenter les événements que connaissait le pays. Le journaliste me demanda s'il fallait qualifier de révolution le processus que nous vivions. Je répondis par l'affirmative, et ma démonstration fut essentiellement politique. En rentrant chez moi, ma compagne n'était pas contente. Elle me réveilla au beau milieu de la nuit, pour discuter. Elle me fit part de sa désapprobation. Elle soutint que la révolution devait changer le rapport des gens qui l'ont faite avec tout leur entourage, avec l'air, le soleil, la terre, etc. Alors que j'affichais un air stupéfait et dubitatif, elle me donna le coup de grâce en me rappelant que j'avais tenu ces propos à ma sortie de prison, il y avait de cela plus de 30 ans. À partir de ce moment, j'avais su ce que devait être ma contribution à cette période post-révolutionnaire. On pourrait par exemple trouver des jeunes issus des quartiers pauvres désireux de réhabiliter leur environnement immédiat sur le plan des équipements et de l'architecture, leur chercher des financements et les mettre en relation avec des professionnels. Ils exécuteraient les travaux nécessaires et seraient payés pour cela. Je ne connaissais pas le terme à l'époque, mais on parle d'économie sociale et solidaire. J'avais fait part de ces idées à un couple de Français, anciens communistes travaillant dans la communication et qui montraient un intérêt certain pour la révolution tunisienne. Ils me proposèrent de créer un parti pour concrétiser ce projet. Je préférais la formule associative loin de la politique politicienne. Mon ami Ezzedine Azghi et son fils Jawar Ben Mbarek acceptèrent de tenter l'aventure. C'était le 6 mars 2011. Quelques jours auparavant, les révolutionnaires de Casbah II réussirent à imposer au président Mebazza de convoquer des élections pour une assemblée constituante. Azghi me fit remarquer que ce serait l'occasion de se battre pour ses idées, dans la future constituante. C'est ainsi que nous avions élaboré un manifeste et lancé une association appelée Manifeste du 20 mars. Le 21 mars, nous devions présenter notre initiative à l'espace Al Teatro. Des bruits avaient couru que des sionistes étaient présents et voulaient saboter la révolution. Des exemplaires du protocole des sages de Sion avaient même été distribués. Beaucoup de jeunes étaient venus pour empêcher la réunion. Ils étaient montés sur l'estrade et avaient commencé à brandir des slogans révolutionnaires et nationalistes et à entonner l'hymne national.
Nous avions décidé de les laisser faire. Ces jeunes à qui on avait confisqué la parole depuis bien trop longtemps avaient le droit de s'exprimer, fût-ce pour dire des bêtises. Nous apprîmes par la suite que ces personnes étaient soit engagées politiquement, soit infiltrées par la police et l'Ancien Régime, et que cette démonstration n'était en rien spontanée. Nous pûmes tout de même présenter notre programme. Nous avions fait une tournée dans le pays pour présenter notre projet. Jawar détaillait les aspects juridiques, tandis que je parlais des principes de l'association. Les échanges avec les citoyens nous permettaient de capter leurs aspirations et de les traduire en orientation. J'avais très vite réalisé que le ton de Jawar était plus politique que juridique. Lors d'une réunion à Gabès, Sud-Est, une personne dans l'assistance lui demanda l'utilité de ce travail. Il répondit qu'une synthèse allait être faite de tous nos travaux pour figurer dans un projet de constitution. Ce n'était pas exactement comme cela que je concevais le sens de mon engagement, mais j'ai accepté de poursuivre l'aventure. D'autres associations s'étaient jointes à nous, et nous nous étions réunis à Mahdia, Centre-Est, pour préparer une proposition pour la future loi fondamentale. Nous avions présenté des listes appelées Dosturna, notre constitution, dans plusieurs circonscriptions et au final nous n'avions obtenu aucun siège. Après cette déroute électorale, Jawar souhaita transformer les listes de Dosturna en une sorte de réseau associatif. Je n'avais pas apprécié cette démarche, ni que l'on fasse croire aux gens que ce réseau soit la continuité du manifeste. J'avais présenté un rapport sur les dysfonctionnements du projet initial, mais ce fut refusé. J'avais fait un certain nombre de propositions de projets d'économie sociale et solidaire, mais faute de moyens et de volonté, rien n'allait se réaliser. Il me fallut me rendre à l'évidence. Le manifeste était un groupe composé essentiellement de petits bourgeois capables de s'investir mais jusqu'à un certain point. Le projet est actuellement en dormance et nos seules activités sont des discussions sur les réseaux sociaux. Plainte pour antisémitisme. Le 25 mars 2012, lors d'un rassemblement de salafistes sur l'avenue Habib Bourguiba, des manifestants avaient lancé des appels au meurtre des Juifs. Ce n'était pas la première fois que ces groupes politiques s'adonnaient à cette propagande. Et comme à chaque fois, le gouvernement islamiste n'avait pas réagi face à ce déferlement de haine. Quelques mois plus tôt, un directeur de journal s'était retrouvé en prison moins de 24 heures après avoir publié une couverture jugée trop dénudée, mais le même gouvernement, qui a autorité sur le ministère public, n'avait pas jugé urgent de répondre à ces provocations. En 2000, j'avais refusé de porter plainte contre mes agresseurs mais face à un mouvement structurellement antisémite et à un gouvernement laxiste, j'avais décidé d'agir. J'ai chargé Maître Boshra Bella Jamida de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle a voulu faire une plainte groupée au nom de plusieurs personnes qui s'étaient déclarées solidaires de moi. Mais entre la parole et les actes, il y a un monde. Je finis par laisser tomber. Le procureur n'ayant pas estimé utile de s'autosaisir, la plainte fut classée. De toutes les manières, je n'ai aucune confiance en la justice. Si j'avais gagné cette affaire, cela aurait voulu dire que le pouvoir avait donné l'ordre que je gagne. C'est malheureux mais c'est ainsi. Nazia Erejiba, Omzied. Après une lutte sans concession contre la dictature, Omzied n'a pas eu le temps de souffler. Elle dénonce avec force une bipolarisation artificielle créée entre deux partis cherchant chacun à imposer un retour en arrière. L'islamisme pour Ennahda, la restauration de l'ancien régime pour Nida Tounes. Cet engagement lui vaut les attaques les plus ignobles des deux camps, preuve selon moi de la justesse de son combat. Premières armes. Bien que je sois issu d'un milieu militant, ma famille était activement engagée dans la lutte contre la colonisation. Rien ne me prédestinait à la politique. J'étais bonne élève, et les bons élèves sont généralement trop positifs pour cet univers. J'ai été élevée dans l'amour de ma patrie. Mon père était bourguibiste, militant détourien dans la ville de Kala Asseguira au Sahel tunisien. Même si j'avais assisté à quelques meetings de l'opposition animés par Kémé Chamari ou Zouzi Tchebi, je n'avais pas l'impression que la Tunisie allait mal. Je croyais au dénivellement par le bas. Le pays était en pleine construction, et j'apportais ma pierre à l'édifice en essayant d'être irréprochable dans mon métier de professeur d'arabe. Cela me semblait suffisant,
et malgré ma conscience de la nature dictatoriale du régime de Bourguiba, je n'estimais pas nécessaire l'entrée en dissidence. Le réveil fut douloureux. Le 26 janvier 1978, les gens étaient sortis dans la rue pour protester contre la cherté de la vie. Les affrontements entre les manifestants et la police ont fait plusieurs victimes. Un événement toucha profondément la mère poule que je suis. Un enfant habitant le centre-ville de Tunis, à Babba, regardait à travers son balcon les échauffourées. Une balle perdue l'atteignit, il en mourut. Ce garçon aurait pu être mon fils. Dès lors, je n'avais plus le droit de rester simple spectatrice. Je commençais à m'intéresser de plus en plus à la situation politique et très vite, j'avais écrit mon premier article dans le journal L'Avenir du parti d'opposition MDS, Mouvement des démocrates socialistes. Il s'agissait de répondre au ministre de l'Éducation et futur Premier ministre Mohamed Mzali, qui s'était attaqué au corps enseignant. La réponse émanait plus d'une opposante politique que d'une enseignante indignée. L'article avait dû être apprécié dans les milieux de l'opposition, car on essaya de m'enrôler dans le MDS. Je ne me voyais pas encarté dans un parti car je n'aime pas la discipline partisane. Je refuse que l'on me donne des ordres et je tiens à une liberté totale d'expression. Cette nouvelle passion pour la politique impliqua un changement de mes habitudes. Grande lectrice de romans, de nouvelles, et amatrice de poésie de toute origine, je dus aménager du temps pour lire les journaux et suivre les nouvelles à la radio et à la télévision, avec leur lot de désinformation. Je me voyais écrire des nouvelles, je me retrouvais en train de rédiger des articles d'opinion. En 1980, j'avais commencé à écrire dans le grand journal dissident de l'époque, Al-Raï, l'Opinion. Mes articles avaient la forme de macamais. Les lecteurs étaient très friands de ce genre littéraire que j'avais contribué à ressusciter. Sur la dernière page de chaque numéro, une macama venait conclure le journal avec son lot de critiques, contre le pouvoir bien sûr, mais aussi contre une opposition divisée s'affrontant violemment dans les universités. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à rappeler que la violence n'était pas l'apanage des islamistes, mais que la gauche y prenait également sa part. Mes textes portaient également sur les atteintes aux libertés publiques et sur des analyses sociologiques de la Tunisie. Le journal Al-Raï était un formidable espace de liberté. Son propriétaire, le regretté Hassib Ben Ammar, était un bourgeois. Parent de l'ex-première dame Ouassila Bourguiba et ancien détourien, il quitta le parti présidentiel quand il eut compris que toute réforme démocratique y était impossible. C'était un authentique démocrate qui refusait toute censure et assumait de comparaître devant les tribunaux pour répondre de nos articles. Il faut dire que nombre de trublions y écrivaient comme Monsef Marzouki, Maya Jeribi, Habib Boularé ou y donnaient des déclarations comme Ama Amami. Ce dernier, qui ne ratait pas une occasion de brocarder Ben Ammar en le traitant de bourgeois, pouvait s'exprimer librement sur les colonnes du journal. Cette culture du refus dans un pays où la majorité acceptait tout sans pipe et mot, était encouragée par le propriétaire. Bien que l'orientation du journal fût clairement démocratique et progressiste, les islamistes n'en étaient pas pour autant écartés. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer Sadok Chourou ou Salah Karkar. Arrivé au pouvoir de Ben Ali, et fausse note. En dépit de quelques périodes d'arrêt dues à des condamnations commandées par Bourguiba, le journal respectait une relative périodicité. Quand Ben Ali avait renversé son prédécesseur, le 7 novembre 1987, la revue était suspendue pour 6 mois. Le discours du nouveau président promettait une libéralisation de la vie politique et une marche vers la démocratie. Hassib Ben Ammar, qui profita de ce repos forcé pour transformer le journal en magazine, nous avait convoqués pour qu'on consacre le premier numéro au changement du 7 novembre. Je n'avais pas attendu cette réunion pour commencer la rédaction d'un article sur cette transition politique. À vrai dire, au matin du 7 novembre, je ne pouvais que me réjouir du départ de Bourguiba. Tout portait à croire que sa fin allait être tragique tant la guerre de succession était fortement engagée. Personne ne pouvait imaginer qu'un coup d'État puisse s'opérer sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Mais le profil de Ben Ali me posait quand même problème. J'avais déjà eu affaire à lui, quand il était ministre de l'Intérieur. En 1986,
Les résultats des 2 sessions du baccalauréat furent les plus catastrophiques depuis la création de cet examen national. Bourguiba avait organisé une réception grandiose au palais de Carthage, où étaient conviés des centaines d'élèves. Dans son discours, le président suggéra que ces résultats étaient dus aux multiples grèves du corps enseignant. Il prit la décision d'organiser une 3e session extraordinaire, soit une 2e session de contrôle. En tant que correctrice des épreuves, j'étais indignée par cette décision populiste. Je sortis alors un poème pamphlétaire intitulé Pain et baccalauréat, en référence aux émeutes du pain de 1984 où Bourguiba préféra sacrifier son premier ministre Mzali, qui ne faisait qu'appliquer sa politique économique désastreuse, que de reconnaître s'être trompé. Pour le bac, comme d'habitude, Bourguiba décida d'accabler les professeurs au lieu de s'interroger sur la dérive d'un système éducatif qui avait longtemps constitué un motif de fierté. Hassib Ben Ammar était aux États-Unis pour subir un triple pontage. Je dus batailler pour pouvoir sortir mon poème, en petits caractères et en page intérieure. Le ministre de l'Intérieur, un certain Zine El Abidine Ben Ali, avait décidé de saisir tous les exemplaires du journal. Vous comprenez alors que son discours d'ouverture et de démocratisation de la vie publique me laissa perplexe. Je décidai toutefois de lui accorder le bénéfice du doute, pensant que l'opposition et la société civile feraient de même. J'avais changé d'avis le jour même, à 5 heures de l'après-midi. Le bulletin d'information de la télévision nationale annonça la composition du nouveau gouvernement. Non seulement, les postes clés étaient réservés à des caciques du régime, mais surtout le secrétaire général du PSD était compris dans la liste des ministres, entretenant ainsi la confusion entre État et parti. Ce simple détail révélait que le changement n'était qu'un paravent sémantique. Une semaine plus tard, le comité de rédaction d'Al-Raï se réunissait et chaque journaliste devait lire sa contribution. Tout le monde était euphorique. Chacun y alla de sa petite métaphore. S'il fallait retenir un symbole récurrent brandi par plusieurs contributeurs, ce serait la colombe, figure de paix et d'envol. J'étais la seule pessimiste et là où les autres voyaient des colombes, je ne voyais que des corbeaux, d'où le titre de mon article Fausse note. Je trouvais certes mon article radical, et envisageais de le modifier à la marge, mais je m'attendais à voir des collègues sceptiques, que certains allaient tout au plus accorder le bénéfice du doute à Ben Ali. Là, je me retrouvais devant un parterre d'opposants à Bourguiba béat d'admiration devant le général président. Si les dissidents étaient tombés sous le charme de cet ancien flic, il est aisé d'imaginer les titres de la presse plus dociles. J'avais donc publié mon pamphlet Fausse note, Nachez en arabe. J'y faisais mon analyse du discours du 7 novembre 1987, et y débusquais les pièges et arnaques. L'article était tellement attendu, que même un journal concurrent comme Asaba en annonça la sortie. On avait attendu la parution du journal dans les kiosques pendant 3 jours. Hassib Ben Ammar finit par m'appeler pour me dire que les autorités, sur ordre de Ben Ali, avaient saisi le journal à l'imprimerie. Dans un premier temps, un ultimatum lui avait été proposé. Soit on arrachait la dernière page sur laquelle figurait l'article, soit les exemplaires restaient chez le collectionneur Ben Ali. Monsieur Ben Ammar, en homme de principe, refusa cet odieux chantage. Des dignitaires du régime, dont le ministre de l'Information Habib Ammar, avaient promis à feu Mohamed Charfi, alors à la tête de la Ligue tunisienne de droits de l'homme, LTDH, de sortir le journal. Il n'en fut rien. D'autres jurèrent que Ben Ali n'y était pour rien, et qu'il s'agissait d'un excès de zèle de la part des fonctionnaires de l'intérieur. Un article de presse sous forme de lettre ouverte dont j'étais la destinataire, paru après la Révolution sur les colonnes du journal Le Maghreb, mit fin au doute. Son auteur, chargé de la censure au sein de l'administration, m'y confirmait que les ordres venaient bien du maître de Carthage. Non seulement le numéro ne sortit jamais, mais le journal fut carrément arrêté. La chose qui me blessa le plus, c'est que ça est fait dans l'indifférence la plus générale. La presse nationale avait certes connu une relative liberté entre 1987 et 1989, mais cet événement aurait dû avertir les défenseurs de la liberté d'expression. Malheureusement, il n'en fut rien. Les gens s'étaient tus à dessein, ils attendaient des contreparties à leur silence. J'insiste sur la toute relativité de cette liberté,
qui ne présageait rien de bon. Des années plus tard, Ahmed Nejib Chebi m'avait demandé comment j'avais su avant tout le monde détecter l'enfumage de Ben Ali. J'ai eu cette réponse cinglante. J'ai su cela au même moment que vous tous, mais contrairement à vous, je n'avais pas d'arrière-pensée politicienne. Le basculement dans l'horreur. Ben Ali avait une peur bleue de la presse et des intellectuels, mais le silence des élites face à la fermeture d'Al-Rayi lui permit de monter crescendo. Il s'attaqua par la suite à la LTDH, sans que cela n'émeuve beaucoup de militants. Il se crut donc autorisé à envoyer injustement des dizaines de milliers d'islamistes en prison. Parfois, des gens se retrouvèrent lourdement condamnés sur la base de simples soupçons ou de liens de parenté. Une grande partie de la gauche restait désespérément silencieuse face à ces violations criantes des droits de l'homme. Le dictateur finit par s'attaquer à elle d'abord en fermant son journal phare Le Maghreb, et en mettant des militants progressistes en prison. À vrai dire, le lâchage ne s'était pas limité à la gauche. Le chef des islamistes Rached Ghannouchi avait fui le pays, probablement après avoir négocié avec les autorités et ainsi pu sauver sa peau. Il quitta le territoire en laissant ses partisans et leurs familles face à un véritable terrorisme d'État. Arrestations arbitraires, tortures ayant dans certains cas engendré des décès, condamnation à de lourdes peines, simulacre de procès. Pour se donner bonne conscience, les partis dits progressistes se réjouirent qu'aucune peine capitale n'ait été prononcée. C'était honteux. CNLT et Kalima. Entre 1990 et 1998, j'ai publié quelques articles dans le Maghreb et dans Asaba al-Osboui. La première revue a été interdite, et j'ai fini par être remercié de la seconde. En 1999, Mohamed Mouada, secrétaire général du MDS, était jugé pour des chefs d'accusation aussi variés qu'absurdes. Il était accusé d'intelligence avec des entités étrangères, de trafic de devises et de consommation de stupéfiants. En réalité, ses déclarations dans la presse marocaine sur la situation des droits de l'homme en Tunisie et sa lettre ouverte à Ben Ali où il dénonçait les atteintes aux libertés, avaient fortement déplu au pouvoir. J'étais allé assister à son procès. J'y fis la connaissance de Siem Ben Sedrine. On ne s'était jamais vu auparavant. Elle m'a parlé de l'association qu'elle avait créée un an auparavant, et que les autorités refusaient de reconnaître. Le Conseil national des libertés CNLT, et du journal électronique qu'elle venait de lancer, Kalima. J'ai manifesté un intérêt pour les deux projets, et nous avons commencé à travailler ensemble. Je venais de trouver un nouveau canal pour diffuser mes écrits, et nous faisions beaucoup d'actions de terrain. Je donnais des conférences, notamment à la George Washington University où j'exposais des photos que je recevais par mail et qui montraient des violences policières et autres atteintes aux droits de l'homme. Ces conférences étaient suivies par des parlementaires, des universitaires et des expatriés. L'un d'entre eux, un étudiant, vint me voir des années plus tard pour me dire que c'est grâce à moi qu'il avait décidé de s'engager dans l'opposition. Ce genre de témoignage est particulièrement gratifiant. Le CNLT avait fait un travail remarquable, surtout durant la période où la Ligue tunisienne des droits de l'homme était suspendue par les autorités. Sa composition couvrait une bonne partie du spectre politique tunisien. Au début, il ne comptait aucun islamiste dans ses rangs mais nous avions essayé de les intégrer, ce qui nous valut beaucoup de défections dans les rangs gauchistes éradicateurs. Ces derniers, quand ils acceptaient de les défendre, refusaient catégoriquement de travailler avec eux. J'entretenais, et continue d'entretenir, très bons rapports avec la quasi-totalité de ce groupe. Malheureusement, la révolution et la politique politicienne ont fait voler en éclats une unité sans faille forgée par une opposition farouche à la dictature. Comme je ne me suis pas trop impliqué dans la vie partisane après le 14 janvier, je continue à être respecté et à respecter ces militants. Même si je ne partage absolument pas les options choisies par Abderraouf Ayadi, je ne pourrai jamais le détester. Nous nous sommes récemment croisés à une conférence. Il a commencé à m'embrasser sur le front, et j'ai fondu en larmes. Le Congrès pour la République, CPR. Le CNLT a donné naissance au Congrès pour la République, CPR. En 2001, Monsef Marzouki me proposa la création d'un parti politique. Je n'étais pas très enthousiaste à cette idée.
Il était évident que Ben Ali ne nous accorderait jamais l'autorisation pour nous organiser. J'avais proposé que nous prenions plutôt la forme d'un think tank. Cela nous permettrait d'être invités à des colloques locaux et internationaux et pousserait notre idée de désobéissance civile, de lutte contre la corruption et de combat contre le despote. C'était mal connaître la tête de mule qu'était Monsef. Il avait insisté pour que l'on formât un parti, et ce fut le cas. Nous avions rassemblé toutes les têtes brûlées du CNLT, les modérés ayant préféré rejoindre le Forum démocratique pour le travail et les libertés, FDTL plus connu sous le nom d'État cathol. Le noyau dur du parti, les bandits comme nous appelait Taoufik Ben Brik, étaient constitués de Monsef Marzouki, d'Abderraouf Ayadi et de moi-même. Quand nous lancions une campagne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.